Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Bon, Emmanuel, donc ce qu'on va faire, on va parler de l'histoire que tu as vécue, parce que si tu es invité dans cette émission, bien entendu, c'est que tu l'as vécu. Mais avant tout, est-ce que tu peux en 2 ou 3 minutes te présenter et dire d'où tu es, quelle est l'activité que tu avais par exemple, et puis sans trop détailler, parce qu'on va avoir des infos complémentaires, mais déjà, d'où tu es, et puis quelle était ton activité? Vas-y, Emmanuel. Voilà, donc je me présente. Je suis Manel Décoré. En 2011, j'ai créé une entreprise de dépannage automobile sur la ville de Lyon et j'ai travaillé essentiellement pour l'État. Ah, voilà, ça c'est une information qui est importante, d'accord? Donc, tu as travaillé essentiellement pour l'État et tu t'es retrouvé dans des difficultés d'entreprise. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, si j'avais quelque chose à partager pour montrer que ton dossier, quand même, il était connu, parce qu'il me semble qu'il y a des personnages importants qui connaissaient le dossier, non? Hein, je crois. Donc, je vais regarder si je peux partager un document pour voir. D'accord? Je fais un test pour présenter quelqu'un qui connaît, par exemple, ton dossier. On fait un essai? D'accord? Hein? On fait un essai. D'accord. Donc, alors attends. Fichier vidéo. Vu à Lyon cette semaine, moi je vois bien que vous êtes en détresse et en souffrance. On ne va pas régler le cas là, avec tout le monde. Vous m'avez donné un dossier que je l'ai rapporté, je l'ai mis à l'étude. Moi je m'engage à ce que quelqu'un de mon cabinet vous reçoive, le traite, parce que je vois bien que vous êtes en détresse, vous êtes monté de Paris, mais je ne vais pas vous le régler en direct, je suis incapable de le faire. C'est un dossier de procédure qui est très lourd, et donc je vois bien que vous êtes aujourd'hui, vous avez été confronté à de la malveillance, à des problèmes de procédure, à des rigidités du droit. Ce que moi je peux régler, c'est les rigidités du droit qui fait qu'en effet, quand on est un acteur comme vous, on est complètement sorti des marchés publics et des appels d'offres du jour au lendemain parce qu'on tombe dans des procédures. C'est ce que vous avez dénoncé et c'est ce qu'on est en train de regarder dans la réforme des marchés publics qu'on conduit. Et après... Bon, là, Emmanuel, on s'aperçoit que c'est un monsieur qui est connu au niveau de la nation française, je crois, hein, je crois qu'il a une certaine... Mais au moment où il parlait, quelle fonction il avait exactement avant de devenir président de la République? Il était ministre à cette époque-là, c'était le 17 octobre 2015, donc il était ministre de l'économie en activité. D'accord. Voilà, Donc, et je l'avais rencontré avant cette vidéo qui a été tournée à Bercy, devant oui, 850 personnes. d'accord, Euh, je l'avais rencontré 2 jours avant à Lyon, d'accord, pendant une bonne demi-heure. d'accord. Bon, alors, justement, ce qu'on va faire pour compléter un petit peu l'information, pour montrer, hein, donc j'ai un deuxième petit échantillon à envoyer, donc histoire de, donc on va dire pour compléter cette information, d'accord? C'est Donc moi, si vous l'acceptez, si vous êtes d'accord, on peut se prendre 2 minutes à la fin. Mais j'ai votre dossier. Vous m'avez donné avec toutes les décisions de justice. Je ne l'ai pas mis à la poubelle, c'est pas mon genre. Donc il est auprès de mon conseiller juridique. Il va faire travailler les services et quelqu'un va vous appeler pour vous aider. Et on fera le maximum de ce qu'on peut, mais on ne va pas le régler. Mais en tout cas, moi, je m'engage à ce qu'on apporte la réponse. Merci. Je l'avais dit à Lyon. Merci beaucoup. Merci. bon. Alors, là, on a quand même une confirmation d'un ministre qui dit qu'il va s'occuper de ton dossier. D'accord? Donc, alors, je te tutoie, bien entendu, parce que comme on a la chance de se connaître déjà, hein, donc tu fais partie des invités et j'invite déjà en priorité les gens dont je connais un petit peu le dossier, dont c'est plus facile d'aborder certains sujets, d'amener certaines images et éventuellement de compléter la stratégie de divulgation qu'on a. Hein, le but étant de montrer que les victimes des tribunaux de commerce passent souvent par des mandataires
ou des liquidateurs quand c'est pas le mandataire qui devient liquidateur, hein, parce que ça existe aussi. Alors là, on a une approche qui est un peu particulière, parce que ton dossier, tu as dit que tu travaillais pour l'État. Donc, tu vas nous expliquer dans un premier temps quel était ton type de client, d'accord? Quel était et quel est l'axe, parce que j'aurai un extrait de toi quand tu donnes tes petites explications, mais je vais la passer un petit peu après, d'accord? Là, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu nous dises, que tu nous expliques comment l'intrigue elle est arrivée, comment comment dirais-je l'activité que tu avais, tu vas aller jusqu'au moment où tu es obligé d'arrêter ton activité. Je voudrais que tu nous expliques ça et après je passerai ton petit extra à toi, d'accord? Et après on enchaînera sur la complémentarité de toutes les informations. Tu es d'accord? Alors, pas de souci. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé à cette intrigue en fait. Alors, en fait, ce dossier est assez simple, en fait, hein, si on regarde au niveau du global. En fait, moi, j'exerçais une activité de dépanneur, comme je vous l'ai dit, assermenté, puisque j'étais gardien de fourrière, donc j'ai signé un cahier des charges important avec la préfecture, et notamment la préfecture de police. Donc, les enlèvements de véhicules, en fait, se passent sur différents secteurs. L'autoroute, les arrondissements de Lyon, en ce qui me concerne, et les gendarmeries aux alentours de mon garage, on va dire. Donc, en gros, ça représente une quinzaine d'agréments préfectoraux, en fait. D'accord. Voilà. Donc, par mon agrément et mon serment de gardien de fourrière, j'avais un cahier des charges important, notamment spécifique quand il y avait des mises en fourrière demandées par les autorités. Donc, police. Alors, quand tu dis un cahier des charges, c'est une gestion d'ordre administratif à préparer avant d'avoir ton activité, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Hein? Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais un local commercial avec un certain nombre de normes importantes. Et l'agrément comporte deux parties, donc le local commercial et l'agrément en mon nom propre, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand on faisait une réquisition pour obtenir mes services, c'était en mon nom propre. C'était pas au nom du garage. Donc, ton activité, c'est par exemple, pour que je comprenne bien et que les internautes comprennent bien, c'est que tu faisais de l'assistance de dépannage quand un véhicule de la gendarmerie ou de la police tombait en panne quelque part. C'était ça Alors, ça il y avait ça ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était une partie de mon agrément, mais par contre, il y avait une autre partie qui était judiciaire, qui était les immobilisations, par exemple, quand quelqu'un était en défaut d'assurance, ou suite à des accidents, ou à des vols, ou enfin, tout type d'enlèvement de véhicules, en fait, demandé par les autorités. Voilà. Donc, dans le cahier des charges, bah, j'avais plusieurs choses. J'avais le délai d'intervention. Donc là, quand tu dis ça, donc ça veut dire que tu reçois un ordre par la police ou par l'administration d'enlever un véhicule, soit par sécurité, soit par nécessité administrative, d'accord? Ou même tout simplement gêne à la voie publique. Hein. Oui, j'avais pas pensé à ça. Bah, c'est parce qu'il faut que les gens comprennent hein, le lien qu'il y a. Donc, mais tu reçois quand même un ordre, tu as un mandat. Tout à fait. Tout à fait. Ça s'appelle une réquisition. Une réquisition. C'est un formulaire, tu reçois et tu exécutes. C'est exactement ça. Donc, la prestation de service que tu rends, elle devient une facture dans ta comptabilité qui est adressée normalement à l'administration alors. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors là, je comprends un peu mieux et pour les téléspectateurs, je vais passer un extrait de toi quand tu discutais avec le fameux ministre, d'accord? Donc, pour que les gens situent bien la remarque que tu avais fait à ce moment-là, pour qu'on la remette dans le contexte, pour bien montrer à ceux qui nous écoutent que quand même, tu avais des gens au-dessus de toi
qui avait pris connaissance de l'intrigue. D'accord? Donc là, je présente simplement et après, on va débattre de tout ce qui est arrivé derrière. Parce qu'il y a un moment donné, tu as un mot de clôture, d'accord? Et à ce moment-là, on va pouvoir débattre de comment ça s'est passé derrière. D'accord? On fait comme ça? On fait comme ça. Ah, je n'ai peut-être pas fait. Attends. Bonjour Monsieur le Ministre, je pense que vous me reconnaissez parce que vous étiez en province en début de semaine, je suis revenu vous voir, donc j'insiste énormément. Alors j'ai entendu de très belles choses aujourd'hui, mais c'est d'une importance capitale que je pose ces questions envers vous, parce que j'ai une situation un petit peu dramatique au niveau économique. Donc aujourd'hui, j'étais employeur d'une société, du moins entrepreneur d'une société que j'ai créée en 2011, deuxième dépanneur de France. J'ai été premier dépanneur de France en tant que salarié, donc ce qui fait que j'ai été connu, reconnu dans mon domaine, dans mon secteur d'activité sur la ville de Lyon. Du coup, quand j'ai créé mon entreprise, immédiatement, on m'a accordé à peu près tous les agréments possibles, imaginables dans ce domaine. Mais c'est des agréments de marché public, donc il faut faire il y a des cahiers des charges assez conséquents, donc des investissements énormes. Très rapidement, la société a atteint son seuil de rentabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, première année, j'ai fait 185 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait 367. Et puis, j'ai eu un mois où j'ai eu un trou de chiffre d'affaires. Et j'avais appris quelque chose, c'est que quand on a des créances, si on ne les déclare pas, au bout de 45 jours, vous êtes obligé de placer la société en redressement, c'est la loi. Donc j'ai placé la société en redressement judiciaire, et là, fin du match. Alors là, Emmanuel, il va falloir que tu expliques aux internautes, aux gens les téléspectateurs de TVADP, le moment où tu t'es mis en redressement judiciaire, c'est quoi exactement la loi ou la contrainte qui t'a amené à te mettre en redressement judiciaire? Parce qu'après, on va comprendre que c'est l'acte primaire, mais tu as parlé de créances, d'accord, dans ta comptabilité, et il faut que tu expliques cet épisode. C'est quoi? Quand tu le dis là, est-ce que tu peux le réexpliquer avec un peu plus de détails? Alors, en fait, c'est tout simple, hein. C'est dans les obligations légales d'un employeur, de tout employeur, dans notre code du commerce, en fait. En fait, à partir du moment où on exige le règlement d'une créance, si on n'a pas les moyens de la payer, si on ne peut pas la payer, il faut qu'au bout de 45 jours, on la déclare au tribunal de commerce. D'accord. Voilà. Ça, c'est la règle vraiment obligatoire. Donc, c'est pas par choix que je l'ai fait, c'est par gestion. Bon. Voilà. Une erreur. Bon, évidemment. Alors, on ne devrait pas dire que c'est une erreur, on devrait dire que j'ai respecté la loi et j'aurais pas dû le faire. Voilà, donc maintenant, tu as respecté la loi et ce qu'il va falloir expliquer aux gens maintenant, c'est comment ça s'est passé derrière. Tu demandes une forme de redressement judiciaire, d'accord? Donc, tu vas vivre ce qu'on appelle une période d'observation, parce que normalement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. À partir du moment où il y a une période d'observation, il va y avoir normalement un mandataire qui va être nommé par le tribunal de commerce pour surveiller les comptes, d'accord? Et tu vas nous expliquer maintenant, derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que faut que les gens comprennent que tu as une entreprise qui a été liquidée. On est d'accord? Tout à fait. Alors maintenant, tu expliques les maillons, parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. On est là pour démontrer que le travail d'un mandataire, il est là pour liquider une entreprise. D'accord? Mais comment ça s'est passé exactement pour toi derrière? Alors, moi, en fait, donc fin 2012, décembre 2012 exactement, j'ai une chute de chiffre d'affaires parce que dans le dépannage, c'est très aléatoire. Il y a des mois où on peut faire 50 dépannages, il y a des mois où on peut en faire 900.
Donc, et ça se lisse en général chaque année. Donc, on fait à peu près l'ensemble de l'activité d'une année d'une entreprise de dépannage est la même, mais il y a des mois qui sont plus ou moins importants. Donc, moi, je décide, à partir de décembre 2012, d'étudier la possibilité de placer la société en redressement judiciaire. Donc, je fais des audits comptables, notamment par une experte comptable de la région, enfin voilà. Et je prends ma décision en janvier 2013 de placer la société en redressement judiciaire. Donc, je prends un avocat pour le faire. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, le 13 février 2013, le tribunal de commerce accepte ma demande de redressement judiciaire. Alors, quand je place la société en redressement judiciaire, j'ai un loyer important, puisque mon local commercial est très grand, 2800 mètres carrés couverts, parce que je devais, donc dans mon agrément de gardien de fourrière, il fallait avoir minimum 2000 mètres carrés couverts pour entreposer les véhicules enlevés en fourrière, en fait. Voilà. Donc, mon loyer commercial était de 7 000 euros. Et 7 moi, 000 euros. voilà, quand je place la société en janvier 2013 en redressement judiciaire, j'avais déjà pratiquement un mois et demi de loyer de retard. Donc, je me suis dit, je ne vais pas jouer au fou, tout en sachant que j'avais cette créance à payer, mais je savais que j'avais une créance que l'État ne m'avait pas payée. Ah, attention, là, ce que tu viens de dire, c'est important. Donc, je n'étais pas inquiet, quoi. J'étais pas inquiet du tout, quoi. Alors, attends, parce qu'il va y avoir une passation pour que les gens comprennent. D'accord? Il y a un moment donné, tu es en redressement judiciaire parce que tu ne peux pas payer une forme d'échéance, notamment, par exemple, le loyer de tes surfaces, parce que tu as un gros loyer. Mais tu ne peux pas payer parce que ta trésorerie n'est pas là. Et si ta trésorerie n'est pas là, c'est parce que c'est l'État qui te doit de l'argent. C'est ça. Alors, pour que les gens comprennent, au moment où tu devais, par exemple, un loyer ou un loyer et demi, est-ce que la dette que te devait l'État était supérieure au montant du loyer? Au moment exactement où je place la société en redressement judiciaire, l'État devait à la société 87 000 euros. Bon, alors là, attends, parce que là, il faut bien que les gens, j'espère que les gens vont avoir un point d'interrogation et ils vont sourire. Parce que tu te mets en redressement judiciaire parce que tu dois un loyer et demi, alors disons grosso modo 10 000 euros, d'accord? Ou à peu près, d'accord? 9 000 exactement. 9 000. Mais l'État, lui, te doit 10 fois plus, grosso modo. C'est ça. Mais, donc là, alors là, là, on est bien dans ce qu'on appelle les aberrations de ce qui se passe dans les tribunaux de commerce, d'accord? Toi, c'est même pas un passif qui est inventé, où on te fait une dette, d'accord? C'est une dette qui est réelle, mais c'est l'argent qu'on te doit, qu'on te paye pas, qui te met en difficulté. Et l'argent qu'on te doit, c'est l'État qui te le doit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est simple. Si l'État avait payé en temps et en heure, je n'aurais jamais mis cette société en redressement judiciaire. Alors attends. Parce que là, il y a un passage que les gens doivent comprendre. Ça faisait quand même des mois que tu travaillais avec eux, puis c'était pas la première fois qu'ils t'ont déjà payé, l'État. Ouais. Et la moyenne des paiements, elle était entre une facturation et un encaissement. C'était quoi les délais moyens? Oh bah, entre la facturation et l'encaissement, en général, c'était un mois et demi, ouais. Un mois et demi. Et là, tu te retrouves avec un montant qui représentait combien de semaines de chiffre d'affaires? Oh, pratiquement un an, ouais. Ah, quand même. Et là, tu peux expliquer ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ne te payaient pas? Alors, en fait, oui, il y a une raison. Il y a une raison qui est administrative. Parce que moi, j'ai eu le 7 février 2012 l'agrément de gardien de fourrière et j'ai ouvert en septembre 2011. Oui. Et il leur faut à peu près un an pour enregistrer, pour qu'on déclare les comptes. Enfin, il y a il y a tout un parcours, notamment le cahier des charges qui doit être validé. Enfin, il y a tout un parcours qui fait que c'était un an. Donc, moi, je n'étais pas tellement affolé. En fait, quand j'ai mis la société en redressement, alors,
pire que ça, c'est-à-dire que le tribunal de commerce, quand il place Mais un c'est société en même pas. redressement, il Ouais. nomme un administrateur et un Ouais. mandataire. Les deux D'accord. sont au courant. Donc là, alors qu'on soit clair, tu prends une mesure d'ordre, on va dire, légal, tu te mets en Ouais. redressement parce que tu as de l'argent qui est dehors, mais le tribunal de commerce, dans une première étape, lui, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Il s'aperçoit que ta société, par rapport, on va dire, à la période d'observation qu'il accorde, je ne sais pas de combien de temps elle était, peut-être de 4 mois, 6 mois, en moyenne, 6 mois, c'était 6 mois, 6 mois. d'accord? Donc là, s'il accorde ça, c'est qu'il sait que tu as une période de difficulté qui est provisoire, mais que tu as de l'argent qui est dû, qui va rentrer, et notamment de l'argent de l'État. C'est ça. Alors, une fois qu'on a ce schéma-là, si le plan, on va dire, si la période d'observation, elle est accordée par le tribunal de commerce, c'est quoi le maillon de suite qui saute, qui t'amène à la liquidation? Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est quoi qui t'a amené donc je reviens sur les faits juridiques, comme tu le dis, hein, tout simplement. Donc, je reviens sur les dates, c'est important. Donc, 5 janvier 2013, je place la société, je demande au tribunal de commerce de statuer sur le redressement de mon entreprise. Le 13 février 2013, le tribunal de commerce accepte le redressement judiciaire et nomme un administrateur judiciaire. Un administrateur. Ouais, un administrateur judiciaire. 13 février 2013. Voilà, donc le tribunal de commerce place la société en redressement judiciaire et en plus, personne n'était affolé pour 9 000 euros de créance. Hein. Et voilà, et en sachant la créance de l'État. Hein, donc, personne n'était affolé. Hein. Non, mais là, on suit bien on a bien le cheminement. D'accord. Et là, ma période d'observation devait se renouveler le 10 avril 2013, donc un mois et demi après le 13 février, pour ouvrir les droits de 6 mois de période d'observation, en fait. Voilà. Il te donnait, pardon, un mois, c'est ça? Un peu plus, un mois et demi? Un mois et demi, ils m'ont mis. Voilà. Avant d'ouvrir la période de 6 mois. Voilà, avant d'ouvrir la période de 6 mois. Tu n'étais pas dans une période d'observation, là. Tu étais dans une forme. Comment ça peut s'appeler, ça, alors? Alors, je ne sais pas s'il décomptait les un mois et demi. Je pense qu'il les décomptait. Hein. Je pense qu'il les décomptait. Mais c'était pour ouvrir les droits jusqu'à la fin de la période d'observation de 6 mois. Oui, du 13 février, effectivement, tu as raison. Donc, il décomptait les 1 mois et demi. Donc, il me restait 4 mois et demi de période d'observation. Exactement. D'accord. Pour être très précis. Oui, c'est simplement pour bien caler. Hein, pour que les gens. Ouais, non, pour être très précis. Ouais. Donc là, bon, pendant ta période d'observation, tu as quand même une activité qui tourne. Bien évidemment, ouais. Mais est-ce que au cours de ta période d'observation, donc la période des 6 mois, est-ce que l'État se met encore à te devoir de l'argent? Bien évidemment. Et il continue toujours de ne pas te payer. Et ils continuent toujours pas de me payer. Mais ils font pire. Donc, 13 février 2013, placement en redressement de la société. Voilà. Et 10 avril 2013. Donc, moi, j'attends un renouvellement de la période d'observation jusqu'à son terme. Et en fait, l'administrateur convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Et il invoque que je n'ai pas les moyens de payer mon conseil. Attends. Parce que là, il faut être plus précis. Parce que là, on est dans le premier mensonge organisé par le mandataire. C'est ça. Alors, c'est le premier. Bien, ce que je vais te demander, Emmanuel, quel est le nom de ce mandataire qui a dit ça, qui a écrit ça et qui l'a formalisé sur un écrit? Maître Olivier Buzine, administrateur judiciaire et qui est actuellement administrateur judiciaire à Annecy. D'accord. Répète son nom que les gens l'entendent bien. Olivier Buzine. D'accord. Donc lui, c'est lui, alors que tu avais une période d'observation qui était ouverte, c'est lui qui savait que l'État te devait de l'argent, que l'État te devait de l'argent avec un montant qui était supérieur à tes dettes courantes d'exploitation, d'accord? Donc, au lieu d'avoir un résultat bénéficiaire, on va dire sur le plan comptable pur, d'accord? Je ne parle pas de l'encaissement bancaire, je parle bien sur le plan facturation et chiffre d'affaires, d'accord? Donc, tu avais des dettes qui étaient inférieures au montant de l'argent qu'on te devait, d'accord? Et tu as un mandataire qui, lui, décide, il invoque que tu ne peux pas payer quoi?
Mon avocat. Tu ne peux pas payer ton avocat Pour la procédure de redressement. Et il te liquide à cause de ça. Et le montant que tu ne pouvais pas payer à l'avocat, il était de combien? Alors, l'avocat m'avait fait une note d'honoraire de 3 000 euros. Avant le placement en redressement, je lui ai versé 1 500 euros. Et quand il dit que je ne peux pas le payer, j'avais 5 700 euros sur le compte. Il restait 1 500 euros à payer. Donc, c'était le premier mensonge. Donc, ça m'indigne. Répète, c'est important. C'était le premier mensonge du mandataire qui avait pris la relève de ta comptabilité. C'est ça. D'accord. Ça veut dire que… Et lui, il s'est servi de combien, le mandataire? Il s'est payé de combien? Ouh là là, au total sur tout l'exercice, je crois que c'est 17 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent, d'accord, que on va faire une synthèse très, très simple pour que les gens comprennent bien. Tu as une activité qui a une certaine exploitation qui est bonne en chiffre d'affaires. Tu as des règlements en cours avec, on va dire, des échéances mensuelles. Le montant de ce que tu as à payer, tu ne peux pas le payer parce que tu as beaucoup d'argent dehors que l'État te doit. Mais comme l'État te doit, grosso modo, 10 fois le montant de ta dette, de ce que tu dois payer par mois, le tribunal de commerce, amicalement et intelligemment, ouvre une procédure de redressement judiciaire avec un plan. Tu as un plan de 6 mois, mais le mandataire dont on rappelle le nom encore une fois, Olivier Buisine. Voilà, celui-là, ce monsieur-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre un terme à la période d'observation parce que tu ne peux pas payer 1 500 euros des 3 000 euros de l'avocat, qui était ton avocat, d'accord, alors que tu as pratiquement 100 000 euros dehors. C'est ça. Alors là, ça s'appelle prendre les gens pour des cons, pour parler clairement. Attends, parce que là, du coup, tu as parfaitement raison. Hein. Mais là, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis déjà, je suis indigné par la situation. Non, mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Donc, mais je suis vraiment indigné. Je crois que j'ai jamais été autant en colère, en fait, de ma vie. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à ma juriste, celle qui faisait mes payes, tout ça, ma comptabilité, je lui demande est-ce que tu connais pas un autre conseil? Donc, elle me présente un autre conseil. Donc, la première liquidation a lieu le 10 avril 2013. Donc, attends. Quand tu dis première liquidation, donc la première liquidation, c'est la liquidation de ta société. C'est ça. Donc, pourquoi tu dis première liquidation? C'est-à-dire qu'il y a une autre liquidation? Il y en a eu deux, ouais. Attends, mais justement. Alors, il va falloir que tu expliques parce que là, les gens ne vont pas comprendre. Tu avais une société ou tu avais deux sociétés. C'est la même société qui va être. C'est la même société qui va être liquidée deux fois? Voilà. Alors, vas-y, tu expliques. Alors, je précise aux gens. Voilà, j'explique. Non, mais faut bien mesurer. Hein. Donc, en fait, le 10 avril 2013, normalement, il y avait une audience pour renouveler la période d'observation. Mais, donc, l'administrateur judiciaire invoque le fait que je ne peux pas payer mon conseil. Donc, mon conseil ne vient pas le 10 avril 2013, donc je n'ai pas d'avocat. Donc, le tribunal liquide la société parce que je ne suis pas représenté. Putain. Voilà. Attends. Donc, après, le 17 avril 2013, je trouve un autre conseil qui s'appelle Bertrand de Belleval. Bertrand de Belleval, je lui demande d'interjeter appel de cette liquidation. Surtout qu'en plus, j'avais la trésorerie pour payer l'avocat. Donc, c'est vraiment un pur mensonge. Ce que je fais, donc, le 17 avril 2013, Bertrand de Belleval interjette appel de cette liquidation. Le 6 mai 2013, puisque quand on est en liquidation, il n'y a qu'une seule personne qui peut interrompre la liquidation judiciaire, c'est le premier président de la Cour d'appel. Donc, il interjette appel devant le premier président. Et le 6 mai 2013, le premier président de la Cour d'appel de Lyon suspend l'exécution de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Très important ce que tu dis. Très, très important. Voilà. Donc, j'ai le plus haut magistrat de la région qui suspend la liquidation par rapport à ce que je viens de t'annoncer. Parce que lui, je lui donne tous ces éléments, en fait.
Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, pour ceux qui nous écoutent, d'accord, c'est que d'un côté, tu as ce qu'on appelle la magistrature consulaire qui est dans les tribunaux de commerce, où tu sais bien qu'à l'intérieur, et là je pourrais passer d'autres émissions, d'autres extraits, j'en passerai un tout à l'heure avec quelqu'un qui parle de la mafia des tribunaux de commerce. Mais pour que les gens comprennent bien, d'accord, le tribunal de commerce a laissé la main à une juridiction professionnelle qui est la Cour d'appel de Lyon. D'accord? Ouais, tout à fait. Et la Cour, d'accord, qui est une juridiction quand même de professionnels, là. C'est plus des bénévoles qui s'en mettent dans les poches. D'accord? On est d'accord. Donc là, on a quoi? On a une juridiction qui s'appelle la Cour d'appel qui suspend ou qui annule le jugement de liquidation. Non, qui suspend l'exécution de la liquidation judiciaire. Donc, il suspend ça, c'est le 6 mai 2013, d'accord? Et alors, ce qui est important que tu nous dises, c'est à partir du moment où la Cour d'appel, elle suspend, elle motive la suspension par rapport à quoi? Comment elle motive ça, la suspension? Elle dit que c'est faux, que j'avais la trésorerie pour payer mes actifs, quoi. Donc, ça veut dire que factuellement, dans un jugement, on reconnaît que un mandataire ou un avocat a menti. Tout à fait. C'est ça? D'accord. Donc là, on est bien dans ce qu'on appelle dans les mensonges, parce que le but, c'est de démontrer ce qu'on appelle des escroqueries à jugement, d'accord? Parce que des liquidations judiciaires, très très souvent, pour pas dire presque toujours, quand la liquidation est abusive, ça s'appelle une escroquerie à jugement. Et là, tu as un arrêt de la Cour d'appel où le premier président reconnaît qu'il y a la nécessité de suspendre la liquidation. Voilà. Alors la suite, c'est quoi? Alors attends, parce que justement, je vais essayer d'accélérer parce que si on revient sur les aspects juridiques, parce que j'aimerais bien qu'on parle de notre ministre aussi, parce que c'est important aussi quand même que les gens aient l'ampleur de la chose. Donc, le 6 mai 2013, le premier président suspend l'exécution de la liquidation judiciaire. Le 24 octobre 2013, parce que du coup, quand on fait appel d'une liquidation judiciaire, c'est une exécution provisoire. Donc, la suspension de l'exécution provisoire ne peut être faite que par le président de la Cour d'appel. Donc, il suspend. Et la Cour d'appel, le 24 octobre 2013, infirme la décision du tribunal de commerce. Donc, il annule la liquidation. Il annule la liquidation. Maintenant, mais c'est quand même complètement dingue, ça. Donc ça, alors là, ce qu'il faudra faire, c'est nommer les juges qui ont compris, un, la suspension, et deux, qui annulent la liquidation. Tout à fait. Comment, derrière, alors, la suite, comment tu fais pour arriver à une liquidation? Parce que là… Alors, attends. Alors, justement. Non, mais c'est important ce que tu dis. Tu as deux jugements. Un qui suspend et l'autre qui annule. Tout à fait. D'accord? Et là, c'est des vraies juridictions. Hein. Ah pas le tribunal de commerce. Ah non, mais c'est costaud. C'est costaud, hein, notamment en comptabilité, hein, c'est costaud, hein, parce que le premier président de la Cour d'appel, jusqu'à la décision d'affirmation, me demande des états comptables tous les 15 jours. Hein, donc, je suis… cette procédure, c'est 17 audiences. Hein, donc, faut quand même se mesurer ce que ça veut dire hein, en Cour d'appel. Hein. Bref. Du coup, le 24 octobre 2013, la Cour d'appel infirme. Le 17, donc, elle me replace devant le tribunal de commerce avec le même administrateur. Le 17 novembre 2013, donc elle me renvoie devant le tribunal de commerce pour renouveler une nouvelle période d'observation. Puisque j'ai été liquidé, donc ça suspend la période d'observation puisque je suis liquidé. Donc, en fait, en plus, il faut savoir quand même que ça me fait quand même pratiquement 4 mois d'inactivité, en gros. Entre la suspension, l'infirmation, le fait. Donc voilà. Mais entre-temps, à partir du 6 mai 2013, en fait, je multiplie mon chiffre d'affaires par 5. Parce que j'obtiens de nouveaux agréments de dépannage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et j'explose. Le 17 novembre 2013, je suis replacé devant le tribunal de commerce. Et là, accroche-toi bien. Le tribunal de commerce
deux choses importantes dans ce jugement, que je résume vraiment. L'administrateur indique qu'à sa connaissance, il n'y a aucune dette de la société. 17 Mais novembre comment ça? 2013. Il le met par écrit ou il le dit Ouais, verbalement? c'est dans le jugement. L'administrateur indique qu'il n'y a pas de dette de la société. Donc, à sa connaissance, il n'y a pas de dette. Cette société n'a pas de dette. Et le Alors le mandataire, tribunal. attends, le mandataire qui dit ça, c'était celui qui avait été nommé à l'origine. C'est le même. Oui, oui, Celui qui disait que tu ne pouvais pas payer ton avocat. c'est ça, exactement. D'accord. Donc il a fait marche arrière alors, là. Attends. Et parce qu'il a pas le choix par rapport à la comptabilité, par rapport à la comptabilité de la cour d'appel et par rapport à l'information de la cour d'appel. Il n'a pas le choix, en fait. Mais bien sûr, Et il est au pied du mur. ah bah, là, il peut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Et attends, je signale juste pour information, il ne vient pas aux audiences de cour d'appel, hein, l'administrateur, ni le mandataire, hein, qui n'est pas le même, hein, ni l'un ni l'autre, ils ne viennent pas. Ils s'en remettent à la décision de la cour. Donc, ils n'ont aucune contestation. Quand je fais appel, à partir du moment où je fais appel, ils ont totalement disparu. Hein. Par D'accord. contre, quand la cour d'appel le renomme devant le tribunal de commerce, bah là, il revient devant le tribunal de commerce, il n'y a pas de problème. Bref, donc il indique qu'il n'y a aucune dette de la société. Et le tribunal de commerce indique que la société fait des résultats positifs. Donc, je n'ai pas de dette et je fais des résultats. Là, Donc tu ne peux pas être liquidé. Voilà. Eh bien, si. Attends, parce que là, tu dis deux choses et tu me dis le contraire de la conclusion de ce que dit le tribunal de commerce. Tout Parce à fait. que tu as du chiffre d'affaires, tu n'as pas de dette, d'accord, et donc tu as une exploitation positive. C'est ça. Et alors, le 13 février 2014, puisque le tribunal de commerce, le 17 novembre 2013, me renvoie à une nouvelle période d'observation le 13 février 2014, soit exactement un an jour pour jour après le placement en redressement de la société. ouais. Voilà, bon bref, ça c'est un petit détail. Le 13 février 2014, deux jours avant l'audience, alors que moi, j'ai aucun souci puisque je fais des résultats positifs et en plus, je te dis, j'ai explosé mes chiffres d'affaires. Donc là, j'étais vraiment, pour donner un ordre d'idée pour que tout le monde bien comprenne bien, je suis à 30 000 euros de résultats nets par mois. Hein. D'accord. Bon. Alors vas-y, continue. Là, on est au 13 février 2014. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours avant, non, attends, oui, un jour et demi avant, on va dire, puisque l'audience avait lieu le mercredi à 9 h du matin. Donc le lundi soir à 19 h, il m'envoie son rapport économique, l'administrateur, le même, hein, Olivier Buzine, voilà, pour que les gens comprennent bien. Et ben, il me fait un rapport, et dans mon rapport, il indique un mauvais chiffre d'affaires. Donc là, il fait un C'est-à-dire, faux en quand écriture. tu dis un mauvais, sois précis quand tu dis mauvais. Alors, tout simplement, la société, donc moi j'ai tous mes éléments comptables, notamment ceux de la cour d'appel, qui indiquent que mon exercice fait 467 329,74 euros. Alors, je répète, 467 329 euros. Et lui, il indique que la société fait 253 738 euros. D'accord? Et pourquoi il fait disparaître plus de 210 000 euros? Alors, moi, la seule explication d'un faux en écriture, c'est le faux en D'accord. écriture, il est fait pour quoi? Il est fait pour cacher une vérité. Et cacher Alors, et lui, ce qu'il voulait cacher, c'est que la Cour d'appel a infirmé la décision du tribunal de commerce. donc, Est-ce que tu comprends en fait? oui. Donc, en fait, un mandataire, il a un but très simple. Il triche sur les chiffres. D'habitude, ils augmentent le passif. D'accord? Ils dévalorisent la valeur des actifs. C'est comme ça qu'ils font. Là, c'est une même mécanique. Ils font une balance qu'ils mettent à la réduction pour pouvoir entamer. Mais, comme ils déclarent 210 000 euros de moins, d'accord? Ils déclarent quand même 253 537 ou 500 et quelques euros. Donc, ça veut dire que tu fais quand même du chiffre d'affaires. Oui. C'est quoi le motif qui fait qu'ils te liquident? Je passe d'un résultat positif à un résultat négatif.
D'accord. Par mensonge et par tromperie. Donc, Voilà. est-ce que tu as déposé plainte contre ce mandataire? J'ai déposé plainte avec constitution de partie civile Oui. et Contre. je n'ai même pas eu de réponse du juge d'instruction. Alors, c'est quoi le juge d'instruction? Comment il s'appelle? Ah, je sais pas, c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Donc, ils ont signé le recommandé, mais Alors, tu sais que moi, je gère ce genre d'opération et que de temps en temps, alors peu importe, hein, mais tu as des mandataires qui se mettent les juges dans la poche simplement parce que des mandataires qui saisissent des biens vendent les biens des fois aux juges, oui. des biens immobiliers. Hein, d'accord? Il faut le savoir, il faut que les gens découvrent ça. Et j'ai des témoignages hein, de ça. Il y en Ouais, il y en aura a qui beaucoup. arriveront dans cette émission-là. D'accord? Donc là, ce que je voudrais, c'est peut-être partager la parole de quelqu'un, Mm. si tu es d'accord. Allez, vas-y. Mm. Ça date de 2007, d'accord? Mais si l'émission s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? C'est parce que je rends hommage à un monsieur qui s'appelle Antoine Godino. Antoine Godino est un inspecteur qui avait écrit un livre qui s'appelait justement La mafia des tribunaux de commerce. Je voudrais que tu l'écoutes pendant 2 minutes, hein, parce que ça va être important pour l'émission, en fait. Alors attends, je vais essayer de. Est-ce que là, on va pouvoir l'entendre? Alors, juste un truc, j'ai un message de quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le son. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil? J'espère que c'est pas tout le monde pareil. Non, non, non. Bah est-ce que là, on va entendre la vidéo ou pas? Ah, attends, je recommence. Elle n'est pas passée, hein. Elle n'est pas passée. Tu m'entends, Manu, non? Ouais, moi, Manu? je t'entends très Bon, bah, bien. elle n'est pas passée. C'est pas grave. Bon, elle n'a pas réussi à se mettre en place. Bon, pourquoi les autres sont bien pas passés, pas celle-là, c'est pas grave. J'aurai l'occasion de la rediffuser. Donc, mais en état de cause, parce que là, il nous reste encore une dizaine de minutes. Donc là, le point, là, tu nous fais comprendre que le mandataire, il a fait une écriture. Donc, ce qu'il a fait un faux en écriture. Est-ce que tu disposes du rapport? Parce que de temps en temps, Oui. comme c'est le tribunal de commerce qui prend la décision et qui s'appuie soit sur des conclusions, soit sur un rapport, est-ce que toi, tu as dans les mains le rapport qui prouve qu'il a menti, qu'il a faussé les chiffres, qu'il a trompé les juges? Ouais. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on a comme objectif, c'est de t'aider à ce que les juridictions au-dessus, par rapport au dépôt de plainte que tu as fait pour tromperie, parce que bien entendu, il y a la question que je pose à chaque fois ou que je poserai à chaque fois, c'est pourquoi 400 mandataires en France arrivent à bousiller 50 000 entreprises par an, d'accord? Et la vraie question à se poser, c'est où va l'argent? D'accord? Quand les gens commenceront à se poser ces questions-là, on comprendra, mais nous, le but, c'est déjà de démontrer que, tu es victime d'une liquidation judiciaire parce qu'on a trompé des chiffres, parce que le mandataire est le seul dans un tribunal de commerce qui a un pouvoir et qui a un droit juridique. Les autres, ce ne sont pas des juristes, hein. Dans les tribunaux de commerce, ce sont des citoyens normaux qui mettent une robe noire et qui, j'aurai l'occasion de diffuser des paroles de juristes, d'avocats, de procureurs, notamment je pense au procureur Lioncan qui parlait des bénévoles dans les tribunaux de commerce et à quoi ça servait. Donc toi, le résultat derrière ça. Donc le mandataire, il fait un rapport, il demande la liquidation et le tribunal de commerce
te liquide une seconde fois, mais quel jour? Le 13 février 2014. Donc, en fin de compte, le 13, le jour qui porte la chance, toi, il t'a porté la poisse. Ah bah là, D'accord? bah 13 février 2013, 13 février 2014, ouais. Ouais, d'accord. Donc là, ce qui est drôle, c'est la veille de la Saint-Valentin, c'est pas un cadeau. D'accord? Mais donc, alors, là, au jour d'aujourd'hui, donc, tu as été liquidé. Donc, ce qui m'intéresse pour que les gens comprennent, l'argent que te devait l'État, Alors, est-ce que ta société l'a perçu ou est-ce que l'État t'a baisé alors, la gueule à tous les niveaux à ce niveau-là? alors, plusieurs choses à dire, justement, plusieurs choses à dire. Plusieurs choses à dire. Première chose, c'est que le 13 février 2014, la dette qui était de 87 000 euros le 10 avril 2013, à la première liquidation, passe à 197 000 euros. Parce qu'en fait, Répète, parce que le chiffre, il est beau. Il passe de 87 000 à 197 000. D'accord. Voilà. Les gens, ils m'appellent pendant l'émission. Ça. Non. Mais après, ils t'appelleront, tu nous diras. En fait. Attends, faut que je l'éteigne parce que sinon. Sérieux. Donc, elle passe à 197 000 euros. Deuxième chose importante à dire. C'est incroyable, hein, quand même. Excuse-moi 2 secondes. Donc, excuse-moi. Donc, elle passe à 197 000 euros. Deuxième chose, quand Monsieur le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a mon dossier, il est au courant de cette dette. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, on va résumer les choses. Ils ont préféré me liquider que de me payer. Ouais, non, mais c'est ça. La synthèse, elle est là. C'est qu'en fin de compte, l'État te devait l'argent. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment est-ce que le mandataire, tu crois qu'il a reçu une prime par l'État, le fait d'effacer, le fait qu'on t'empêche de recevoir ton argent? Et la deuxième question qui pourrait m'interpeller, moi j'essaye d'être l'avocat du diable, d'accord? Est-ce que tu dérangeais un concurrent? Est-ce qu'on a bousillé ta boîte parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait essayé de prendre ta place sur le marché sur lequel tu étais? Alors, c'est simple. Moi, je peux pas. Les conflits d'intérêts, je les connais pas par cœur, puisque justement, je n'en suis pas le bénéficiaire. Donc, je ne sais pas exactement tout ce qui a été négocié. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à la deuxième liquidation, l'État devait 197 000 euros à ces sociétés. Et j'avais une autre société pour laquelle je sous-traitais les dépannages à 100%, parce qu'il n'avait pas de chauffeur de dépannage. Donc, il me devait 71 000 euros. Donc, en gros, je sais que l'administrateur, dans le même rapport avec ce chiffre d'affaires de 253 000 euros, là, il met que j'ai 271 000 euros dehors. Donc, il le met dans le même rapport. Donc, il te dit que tu as plus d'argent dehors que ton propre chiffre d'affaires déclaré où tu étais en perte. C'est ça. Donc, c'est un menteur professionnel, on peut le dire quand même. Ah, bah là. D'accord. Donc, tous ces chiffres ont été corroborés par des comptables. Ils sont incontestables. Et le tribunal de commerce, il a tenu compte que de ce qu'écrivait un mandataire. C'est ça. Donc, on s'aperçoit que dans les tribunaux de commerce, il est temps d'ailleurs que ce que disait M. Antoine Gaudinot se fasse. Il est temps de réformer les tribunaux de commerce. D'accord? Il est temps que les juridictions se mettent à étudier la comptabilité que déclarent ou les rapports. D'accord? Parce que le problème qu'on a, c'est que les autres juridictions n'attaquent pas ou ne suivent pas les plaintes d'un entrepreneur liquidé, d'accord, par rapport aux escroqueries à jugement qui existent. Ah bah non. Moi, j'apprends dans cette émission-là pour que les gens qui sont liquidés reviennent à une chose parce que je veux pas qu'on tombe après dans les recours qui vont s'empiler. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le mensonge initial. Le mensonge qui t'amène à la liquidation. Et le mensonge qui t'amène à la liquidation, c'est pas compliqué. C'est le mandataire ou le liquidateur, quand c'est pas le mandataire qui devient liquidateur, d'accord, qui l'établit auprès du tribunal de commerce parce qu'il est obligé de demander par écrit une liquidation. Donc, c'est un document qui est factuel. C'est un document qui est écrit. Là, comme tu l'as fait, tu as démontré la tromperie
avec des chiffres qui sont fallacieux, avec de l'escroquerie, mais flagrante, d'accord? On essaiera de soutenir ton débat, parce que pour l'instant, c'était en 2014. Je suppose que tu te bats encore dans d'autres juridictions pour ça, ou parce que là, on a encore 3-4 minutes, mais ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est quoi qui est en cours encore dans ta procédure pour l'instant, à toi, pour l'instant? Alors, il n'y a pas eu de clôture de liquidation. Parce que il y a eu une clôture de liquidation en 2018, mais j'ai demandé la réouverture de la clôture dans les délais impartis. Le tribunal de commerce ne m'a pas répondu, mais j'ai demandé la réouverture de clôture. Pourquoi? Parce que j'ai une clôture de liquidation le 10 juillet 2018 et accroche-toi bien, le mandataire, cette fois-ci, fait la déclaration de créance de la société le 14 août 2018. C'est-à-dire qu'il dépose des comptes de la société après la clôture. Mais c'est ça la tromperie, en fait. Voilà. Alors, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne sais pas ce que je dois puisque je n'ai pas eu la déclaration de créance du 14 août 2018. Elle est introuvable. Le tribunal de commerce ne veut pas me la donner. Le mandataire ne veut pas me la donner. Personne ne veut me la donner. Donc, est-ce que tu as dénoncé ces gens qui sont dans les tribunaux de commerce avec leur nom, avec leur fonction? Bien sûr, bien sûr. sûr. Le problème, c'est que à partir le mandataire, il s'appelle Patrick-Paul Dubois. Il est sur Lyon. Je peux te les dénoncer, il n'y a aucun souci. Alors, c'est important, c'est que voilà. Je voudrais juste dire un petit truc, parce qu'on n'a que 3-4 minutes, mais pour être vraiment extrêmement précis. Ouais. Quand je parlais de la Cour d'appel, je te parle du 24 octobre 2013, d'accord, ouais, qui infirme la décision du tribunal de commerce. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un truc extrêmement important. Le 18 octobre 2013, le procureur David Aumonier de la ville de Lyon m'écrit une lettre qui dit « Je vais payer les frais de gardiennage et le passif qu'on a avec vous et notre société. » La première chose le procureur de la ville de Lyon. Hein. Donc ça veut dire qu'il reconnaissait que l'État te devait de l'argent. Tout le monde le sait. Macron le sait, tout le monde le sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait reçu une consigne de Macron à ce niveau-là pour qu'il le dise. Là, ce que tu dis, attention, c'est important. C'est un document écrit. Il l'a écrit. Je te l'ai fait passer. Donc ouais, non, mais je te demande de le confirmer à l'écran. Je sais qu'il y a des choses voilà, donc qu'on a échangé. Mais moi, mon but, c'est que les gens comprennent que tu as des écrits qui sont puissants, qui devraient mettre par terre et en prison certaines personnes qui ont fraudé ta comptabilité. D'accord? Donc, écoute, Manuel, là, on arrive au terme de l'émission. On a évoqué l'essentiel de la tromperie, parce que le but, c'était de démontrer que tu es victime de mensonges, d'accord, d'escroquerie à jugement. On aura sûrement l'occasion de refaire, après plusieurs invités, une sorte de rendez-vous collectif pour bien déterminer, d'accord. Donc, mais pour l'instant, j'ai plusieurs invités le lundi qui arriveront, d'accord. Et en attendant, je ne peux que te remercier d'avoir participé à cette deuxième émission, d'accord, derrière une autre personne que tu connais, bien entendu, qui a fait la première. Donc, parce que dans ces réseaux-là, on commence à se connaître, et puis il y aura d'autres invités, d'accord. En tout cas, je te remercie et puis publiquement d'avoir passé la parole de notre actuel président de la République aussi, d'avoir eu le courage de le faire. Voilà, à toute l'équipe qui est derrière toi aussi, en tout cas. Voilà, donc, alors, je te dirais que j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que quand le président de la République se présentera, s'il se représente, ton dossier viendra en preuve de mensonge. Bon. Voilà, d'accord, mais c'est annexe, d'accord. Merci Sandra, on est à l'heure. Tu peux nous couper la parole sans aucun problème en remerciant tout le monde de TVADP. Merci à tous. Excellente soirée à tout le monde. Merci. Est-ce qu'on est encore à l'antenne? Non, je ne sais pas. Ah bah moi, je te vois toujours. Alors, je regarde ce que... Ah, il reste 3 minutes. Ah, non, elle dit qu'il reste 3 minutes. Donc, 3 minutes. Alors,
On est. Ah, bah, je croyais Eh que. ben, repasse-nous notre président, là. Donc, allez, je repasse un petit coup le président, histoire de. D'accord? Histoire de. Ouais. Histoire de. Et s'il vous plaît, regardez Emmanuel Décoré sur YouTube, hein, comme ça, au moins, ça me fait des vues, comme ça, au moins, D'accord, d'accord, on voit que c'est d'accord. partagé. Allez, on leur passe un petit coup, histoire de. Donc, ah, On s'est vu à Lyon cette semaine. Moi, je vois bien que vous êtes en détresse et en souffrance. On ne va pas régler le cas là, avec tout le monde. Vous m'avez donné un dossier que je l'ai rapporté. Je l'ai mis à l'étude. Moi, je m'engage à ce que quelqu'un de mon cabinet vous reçoive, le traite. Parce que je vois bien que vous êtes en détresse, vous êtes monté de Paris. Mais je ne vais pas vous le régler en direct. Je suis incapable de le faire. C'est un dossier de procédure qui est très lourd. Et donc, je vois bien que vous avez été confronté à de la malveillance, à des problèmes de procédure, à des rigidités du droit. Ce que moi je peux régler, c'est les rigidités du droit qui fait qu'en effet, quand on est un acteur comme vous, on est complètement sorti des marchés publics et des appels d'offres du jour au lendemain parce qu'on tombe dans des procédures. C'est ce que vous avez dénoncé et c'est ce qu'on est en train de regarder dans la réforme des marchés publics qu'on conduit. Et après... Voilà, donc là, tu es d'accord, Manu, excuse-moi de t'appeler Manu parce qu'il a le même prénom. Mais bon, c'est quand même significatif. Mais tu vois, je resterai sur un point d'interrogation. C'est le procureur qui te dit que tu vas être payé. Et ça, c'est quand même un document qui peut avoir une importance colossale. D'accord? De comprendre après comment s'installe la turpitude, qui est le plus menteur. Voilà. Mais je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. D'accord? Mais là, Voilà. c'est pas des promesses, c'est des écrits, hein. C'est pour ça que c'est important, Manu. D'accord? Je pense que l'émission de ce soir a révélé des types de mensonges de grande ampleur et avec des gens qui sont puissants. Donc là, la parole d'un ministre qui devient président de la République, c'est pas n'importe quoi. Et j'espère qu'il y aura des retombées derrière ce qu'on produit. Alors, quand tu dis qui devient président de la République, il y a quand même 5 de ces ministres. D'accord. Donc là, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Allez, bah. À bientôt. Salut. Merci, Manu.